J'appelle l'agence, je dis je veux visiter aujourd'hui, je fais le forcing. J'y vais l'après-midi, il y avait déjà la queue sur les visites et moi j'étais là, je sais que c'est l'affaire. J'avais même pas envie de faire la visite, si tu veux, j'avais envie de faire l'offre directement parce que je savais tellement que je connaissais bien le marché que c'était une bonne affaire. Du coup je presse l'agent immobilier, limite je courais dans l'appartement, ah oui c'est très bien, il me fait même pas visiter le haut, le bas, enfin je dis ok je fais l'offre tout de suite en sortant de la visite et en fait il y a eu 5 offres au prix ce jour-là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le concept du Nous Talk. On est avec Camille aujourd'hui. Le concept, comme c'est la première, c'est de parler immobilier de manière fun, décontractée, cool. Et surtout le but c'est d'amener du monde qui soit accessible. On va pas parler milliardaire, multimillionnaire, on va vraiment parler des premiers sujets, IMO, comment investir, comment Camille a pu le faire. Et ça va être le même concept pour toutes les personnes qui viendront sur le Nous Talk. Alors profitez bien, nous c'est vrai qu'on est plutôt bien accompagnés de petites boissons pour l'occasion, donc faites de même et on va commencer. Salut Camille, ça va ? Salut, ça va et toi ? Yeah, super. Bon, c'est une première pour Camille aussi les amis, ouais. Je vous le dis, comme pour moi, donc on l'a fait à la cool, voilà. Ça va le faire. Bon, l'idée c'est de savoir un petit peu qui t'es, quel âge t'as, ce que tu fais un petit peu dans la vie, histoire de mettre un petit peu de concept. Bah ouais. Alors, écoute, moi c'est Camille, 30 ans, nantaise d'origine. Yes. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je bosse dans le commerce. Ok. Ça fait 5 ans que je suis dans la vie pro maintenant. Ok. Et j'ai toujours eu des jobs orientés dans les équipes commerciales. Ok, ça marche. Donc c'est vraiment mon truc. Et après, à côté de ça, passionnée d'immobilier. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs. Tu sais comment ça m'est venu de te proposer ? Non. C'est quand je faisais un petit peu mes recherches Instagram sur les chaînes d'IMO, etc., ce qui était proposé. Et à chaque fois, je voyais ton nom. Je voyais suivi par Camille. La groupie. Du coup, je me suis dit, t'es parfaite pour la première en plus. Donc, raison de plus, tu vois. C'est vrai. J'ai beaucoup plus de personnes que je suis sur Insta liées à l'immobilier qu'autre chose. Voilà. Ok, et dans le commerce, tu nous as pas dit, qu'est-ce que tu fais exactement quel est ton métier finalement ? En fait, donc moi je suis issue d'une école de commerce et après j'ai bossé beaucoup dans les grands groupes multinationaux, agroalimentaires, etc. Pendant presque 5 ans et il y a 1 an j'ai pris un autre virage. Je me suis dit stop l'agroalimentaire et du coup j'ai décidé de rejoindre une plus petite boîte de 100 personnes à peu près. D'accord. Qui vend du e-learning. Donc rien à voir, mais toujours commercial, alors un peu moins en direct, c'est-à-dire que quand j'étais dans les gros groupes agroalimentaires, j'avais mes clients à moi. Là c'est différent, c'est moi qui fais en sorte que les sales soient plus productifs, plus performants, donc je les accompagne en fait. Ok, donc il y a un vrai suivi finalement de ce que tu fais. Dans la performance commerciale, ouais. Ok, cool. Du coup, on va revenir sur ta partie IMO, puisque c'est ta passion. Finalement, pour rebondir un petit peu par rapport au but du podcast, tu sais, c'est les premiers temps, c'est surtout compliqué de se dire ça y est, je me lance. Ça fait un peu peur au début. Toi, tu t'y es mis parce que tu t'es dit c'est vraiment mon truc, je vais investir là-dedans parce que ça me correspond. Comment ça s'est fait au début ? Alors, ça a commencé pendant le confinement en 2020, comme beaucoup de personnes, je crois. Le temps était long. Oui. Donc, il fallait occuper intelligemment son temps. Yes. J'ai commencé à regarder des vidéos qui étaient gratuites sur Internet, sur YouTube, voilà. D'accord. J'ai appris pas mal de choses et en fait, après le confinement, je me suis dit, en fait, ça m'intéresse, mais j'aimerais bien aller plus loin. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris une formation, pour le coup, qui était payante. D'accord. Où là, j'ai vraiment passé un step, quoi. Et voilà, ça a démarré comme ça, vraiment en se formant, en me donnant goût au domaine, quoi. Ouais. Ok, donc tu as quand même passé le step. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le step, finalement ? Est-ce que les vidéos que tu regardais qui étaient gratuites, c'était bien, mais tu voulais aller avoir un peu plus d'infos pour commencer, toi, à vraiment investir ? Comment ça s'est fait ? Ouais, c'est ça. Je voulais passer à l'action. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans un mindset t'es pas capable, ça va être hyper dur, c'est pas fait pour toi. Enfin, ça tournait en boucle, quoi. C'était l'enfer. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Plus tu te sens à l'aise, plus ça se fait. Et puis, je te raconterai peut-être la suite après de comment j'ai vraiment comment t'as passé le cap. La marche. Mais, Ok. Donc, il y a quand même ce petit truc où tu t'es dit, bon, ça y est, je me sens un peu prête. Je vais payer pour avoir plus d'infos qualitatives. Et vraiment, ça y est, me lancer pour de vrai. Tu sais combien de temps ça t'a pris entre la partie où tu étais sur le format gratuit et qu'après, tu as passé ce step-là ? Ouais, un peu trop longtemps, un peu plus d'1 an et demi. Ok.
Ça a été une période un peu compliquée dans le sens où je connaissais plein de choses, mais j'arrivais pas à passer à l'action. Donc Ok. c'était hyper frustrant. Mais à côté de ça, grâce à la formation que j'avais prise en payant, j'avais aussi rencontré une communauté de personnes. Ouais. Et avec ça, je faisais avec eux des événements, des apéros. Donc ça me permettait aussi de créer un réseau, d'apprendre encore plus, d'avoir des bons tuyaux. Donc ça m'a aidée. Ok. Mais c'est pas ça le truc qui m'a le plus aidée à passer à l'action. Ok, c'est quoi ce fameux Petit truc? teasing. Et bah justement, à un de ces apéros-là, j'ai rencontré un jour une personne et avec qui j'ai discuté pendant 2 heures à l'apéro, enfin vraiment hyper intéressant. La personne était très calée. D'accord. Et cette personne m'a recontactée quelques mois plus tard et elle m'a dit bah écoute Camille, je me souviens de la conversation qu'on avait eue à cet apéro-là. D'accord. Sache que je me lance dans mon accompagnement avec les personnes qui veulent investir en immobilier. Ok. Et donc, à force de discuter, je me suis dit c'est une super idée, bon feeling avec la personne, hyper important. Et c'est grâce vraiment à cet accompagnement-là que j'ai pu passer le step d'achat. Il y a vraiment eu ce truc où tu étais en confiance, tu as parlé avec cette personne-là, tu as vu ce qu'elle proposait un petit peu, et ça y est, tu as passé ce step. Exactement. Donc oui, l'idée, c'est que la confiance, c'est hyper important, c'est ça qui t'a fait. Avec cet accompagnement, tu connaissais déjà cette personne, ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je me lance. Tout à fait. C'est un peu le principe du podcast, c'est vraiment être en confiance, parler avec toi et toutes les personnes qui viendront ici. C'est recréer cet univers, tu sais, de se dire, voilà, il y a tous ces tabous, tu sais, où on n'ose pas se dire, ça me fait peur, j'ose pas me lancer, c'est censé être normal pour tout le monde. Quand tu entends les gens parler sur Instagram, c'est facile, faut lever je ne sais combien d'euros pour investir. Et donc, c'est vraiment ça. Et là, tu le montres encore une fois, que la confiance, ça casse un petit peu... Enfin, c'est un tremplin, on va dire, pour apprendre. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, comment... Donc, tu as été accompagné par cette personne. Quels a été tes premiers achats? Est-ce que tu as eu peur du premier achat? Raconte-nous un petit peu comment le premier s'est vraiment passé. Ouais. Alors, du coup... Juste pour redonner un peu de contexte, moi, j'ai rejoint l'accompagnement de cette personne-là en avril 2022. Et à ce moment-là, j'avais une grosse problématique, j'étais hyper indécise. Donc je ne savais pas si je voulais faire du locatif, de l'achat-revente, j'étais un peu une girouette. Donc déjà, ça a été un premier pas de définir sur quelle stratégie on part. Et cette personne, elle est très cadrée, très organisée, et elle t'aide à définir ta stratégie. Après, je m'y tiens, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et la deuxième chose, c'était le lieu. Où est-ce que je vais investir ? Il y avait des villes qui me donnaient envie, mais j'avais personne sur place. Et moi, habitant à Paris, si c'est loin, c'est un peu compliqué de se déplacer. Donc, finalement, j'ai sélectionné 2 zones sur lesquelles je me suis vraiment concentrée, et dont une qui est proche d'où habitent mes parents. Et c'était important pour moi d'avoir aussi des personnes de confiance sur place. Donc ça a été vraiment la deuxième étape qui a fait que ça y est, je sais qu'est-ce que je veux acheter, je sais où je veux acheter. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la pépite. Et en fait, le premier achat, donc ça a été en août 2022. Et ça a été une pure coïncidence. C'est-à-dire que j'étais chez mes parents qui habitent à 15 minutes du lieu où j'ai acheté. Et je scrolle les sites, etc. Et là, je tombe sur une annonce. Et je vois le prix et je vois le bien. Et je connaissais tellement bien le marché à force de chercher que, si tu veux, d'un coup, je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont dû se tromper dans l'annonce sur le prix. Donc, j'appelle l'agence. Je dis, je veux visiter aujourd'hui et tout. Je fais le forcing. Et j'y vais l'après-midi. Il y avait déjà la queue sur les visites. Et moi, j'étais là, oh là là, je sais que c'est l'affaire. Il faut que... J'avais même pas envie de faire la visite, si tu veux, j'avais envie de faire l'offre directement. Parce que je savais, tellement que je connaissais bien le marché, que c'était une bonne affaire. Et du coup, je presse l'agent immobilier, limite je courais dans l'appartement. Ah oui, c'est très bien, il me fait même pas visiter le haut, le bas. Enfin, je dis, ok, je fais l'offre tout de suite en sortant de la visite. Et en fait, il y a eu 5 offres au prix ce jour-là. Avec des gens qui achetaient aussi contents, donc autant dire que j'étais pas sereine. Le petit stress. Voilà. Et en fait, je t'épargne les détails, mais ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs ont voulu réaugmenter le prix ensuite. Et donc, j'ai réussi à me positionner à la première en faisant une offre en disant c'est ça ou rien. Et j'avais un super agent immobilier qui m'a accompagnée. Et grâce à ça, c'est moi qui l'ai eu. Donc, d'accord, grosse histoire. Donc, c'était une maison, de ce que je comprends ou alors, en fait, c'est un appartement. Mais au-dessus, tu as des combles qui sont transformables en logement. Et tu as aussi un garage. Donc, tu as 3 lots en une vente, si tu veux. Ah oui, d'accord.
Ah oui, donc c'est un bien assez sympa. Ouais. Tu as vu tout de suite l'opportunité. Et comment tu t'es dit, c'est vraiment parce que tu connaissais le marché que tu t'es dit, c'est sûr, c'est une affaire, faut que je l'aie. Comment je me suis dit ça? Le rapport prix au mètre carré. Enfin, le potentiel aussi, parce que si tu veux, il y avait 2 chambres dans l'appartement, une troisième chambre facilement créable, et donc clairement une ville où il y a une opportunité de fou en termes de tension locative. Donc je me suis dit, la troisième chambre, c'est du pain béni, vu le prix, enfin, il y a pas photo, quoi. Et sur la tension locative, parce que ça c'est intéressant, c'est un sujet aussi qui revient beaucoup, surtout quand on veut louer. On reviendra sur la partie, parce que toi c'est de la colocation, de ce que je comprends. Ouais. La tension locative, comment tu l'as connue? C'est parce que tu connaissais vraiment bien le quartier, parce que tu as regardé sur Internet. Est-ce que c'était une ville sous tension ou pas? Ça a été une ville qui a été très longtemps délaissée, qui a été reprise en main par la mairie il y a une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que je suis, parce que mes grands-parents y habitaient, mes parents sont à 15 minutes de route, donc je connais la ville depuis que je suis petite, si tu veux. Et j'ai vu un peu cette évolution-là. Il y a beaucoup d'entreprises et il y a de plus en plus d'écoles qui s'installent. Et donc malgré tout, c'est un fort potentiel, un fort vivier. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc les commodités, c'est hyper important, les transports, Ouais. les écoles, c'est comme ça que tu as regardé, j'imagine. Exactement. Il y a une gare TGV, ça c'est un critère pour moi qui est hyper important. Il y a, comme tu dis, les écoles, les universités et le bassin de l'emploi. Enfin, malgré tout, une ville où le taux de chômage il est supérieur à 50%, enfin, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Je sais qu'il y a des gens, c'est un pari parce que l'immobilier est moins cher, mais moi, je suis plus sur la partie sécure. Voilà, c'est un critère important pour moi. Oui, j'imagine. Et alors, on va revenir sur les 2 villes que tu as ciblées. Ouais. Comment tu t'es dit, je vais cibler ces 2 villes-là? Est-ce que là aussi, tu as eu droit à cet accompagnement en question? Est-ce que c'est toi qui t'es dit, la ville, on a compris, celle à côté de chez tes parents, forcément, c'était important pour toi et tu connaissais un peu plus et tu as des personnes de confiance. On en revient encore une fois à la confiance, finalement. Et la deuxième ville, comment tu l'as choisie? À quelques heures en train de Paris. Pour le coup, je connais personne sur place, donc c'était important que je puisse y aller moi-même en train assez facilement. La deuxième chose, c'est les mêmes critères que la première ville, à savoir un bassin d'emploi, pas mal d'étudiants, des hôpitaux et également une gare TGV. Donc c'est vraiment les infrastructures pour moi qui font l'avenir de la ville. Je regarde aussi beaucoup sur le site de la mairie, les projets que la mairie va mettre en place. Malgré tout, on ne pense pas souvent à le faire, mais c'est une mine d'or parce qu'on se dit, OK, la mairie, elle est dans quelle dynamique? Comment elle a envie de dynamiser la ville? Enfin, quelle partie aussi politique? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? C'est hyper important de regarder cet aspect-là, pour moi. C'est vrai. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis. Tous les projets d'urbanisation, finalement, on peut voir même pour le Grand Paris. Je vous dis ça parce que si vous êtes dans une démarche d'achat IMO, tout ce qui est urbanisation, Grand Paris, donc pour l'Île-de-France, mais pour toutes les zones finalement, c'est vraiment important de connaître tous les projets de la mairie. Et puis si dans 2-3 ans, on sait qu'il va y avoir des gares, plus d'universités, plus d'emplois, ça peut être un gros levier, surtout dans l'immobilier où ça joue énormément. Un gros coup d'avance. C'est ça, exactement. Là, on a vraiment un concept clé pour le coup voilà. qui est donné. Donc c'est plutôt cool. Et donc, alors de ce que je comprends, tu as eu ce bien. Il y avait des travaux forcément à faire. Ça t'a pas fait peur au début? Parce qu'il y a aussi ce sujet-là. On trouve un bien, il est intéressant. Il y a cet aspect au mètre carré, le lieu, et après, il y a les travaux. Ça, c'est aussi ce qui fait assez peur. C'est ce qui fait peur, mais c'était prévu. C'est-à-dire que je savais, à partir du moment où j'ai été accompagnée par cette personne, que je voulais ce type de projet-là. Il me fallait des travaux parce que derrière, on avait aussi anticipé toute la partie fiscalité. Et c'est ça aussi sa grosse force et que j'avais pas du tout en tête, moi, parce que pas douée en fiscalité. Et du coup, grâce à cette personne, j'ai beaucoup appris. Et en fait, malgré tout, d'anticiper sa fiscalité, ça permet de définir plein de choses. Et sa feuille de route, elle est beaucoup plus claire. Donc je savais que pour ce projet-là, je voulais des travaux. Et ça m'a pas fait peur parce que grâce au réseau que j'avais constitué, justement, dans les fameux apéros, etc., j'avais trouvé, grâce à ça, des artisans avec qui j'avais bien sympathisé au téléphone. Je le sentais bien, quoi. Et donc, je n'ai pas été déçue parce que ça s'est hyper bien passé, quoi. Oui, tu étais en confiance. Ouais. Et alors, c'est vrai que tu reviens sur la fiscalité. Ça, c'est un gros sujet. Ouais. Enfin, déjà, ça n'intéresse pas grand monde. On n'a pas envie de passer par là. Mais on y reviendra parce que c'est vrai que pour la partie, tout ce qui est travaux, prêts, etc., on a plusieurs typologies. Enfin, on a plusieurs choix, finalement. Tu peux louer de différentes manières. Ça, on y reviendra après. On va revenir sur la partie travaux. Donc, c'était en adéquation avec le fait qu'il y aurait des travaux. Comment tu as ciblé tes montants?
Parce que ça aussi, c'est quelque chose que, après la peur, donc on passe le cap, ça y est. C'est que des steps finalement qu'on passe. C'est premier step, donc on a vu tous les steps. Une fois que tu arrives aux travaux, que tu sais qu'il y en a, comment tu détermines ton budget? Est-ce que tu avais tes entrepreneurs qui étaient déjà avec toi ou artisans? Ça dépend comment ils aiment bien qu'on les appelle. Est-ce que tu es venu avec eux sur place et tu t'es dit, bon, est-ce que tu peux me déterminer une enveloppe? Est-ce que toi, tu savais déjà quelle enveloppe tu allais mettre? Raconte-nous un petit peu. Oui, alors j'ai fait venir plusieurs personnes, des personnes que justement j'avais sélectionnées parce que j'avais bonne confiance. Et au vu de ce qu'ils m'ont proposé comme projet, bah voilà ce que j'imagine, moi je te conseillerais de faire ça. Enfin, pour moi, c'est hyper important aussi de se faire accompagner parce que c'est leur métier et c'est aussi un métier de conseil. Et bah, j'ai déterminé l'artisan qui allait m'accompagner sur le projet. Donc, ils sont venus peut-être une semaine après l'achat directement. Ah oui, ok. Et ils m'ont aidé aussi à budgétiser. J'ai fait plusieurs devis. J'ai réfléchi, voilà, qu'est-ce qui, par rapport à la cible pour laquelle je veux louer l'appartement, qu'est-ce qui est important? Une salle de bain, 2 salles de bain? Est-ce qu'il faut une autre toilette ou pas? Enfin, voilà, c'est plus par tâton et que j'ai construit le budget. Et j'ai aussi anticipé les fameuses comptes dont je te parlais tout à l'heure, que je voulais transformer en T2. Et ça, pareil, ça rentrait dans la même pochette travaux pour la banque. Donc, j'ai tout fait emprunter par la banque. D'accord. Et donc tu as... Alors, parce que tu disais tout à l'heure, à l'instant, tu as dit, est-ce que je mets 2 salles de bain? Est-ce que j'en mets une? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos? Tu savais déjà le nombre de personnes que tu allais mettre finalement dans le bien. Là, on parle d'un T2, donc c'était aussi pour une personne supplémentaire. Oui. Tu as déterminé d'avance le nombre de personnes que tu allais mettre dans le bien et après, tu as choisi de mettre 1 ou 2 ou 3 salles de bain. Raconte-nous un petit peu. Exactement. En fait, pendant la période entre le moment où j'ai eu l'offre contre-signée et le moment où j'ai eu le financement, il s'est écoulé 3 mois. C'est 3 mois où tu es un peu bloqué parce que jusqu'au bout, tu sais pas si tu vas avoir le financement, donc tu peux pas commencer les travaux, etc. Donc, ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est que je me suis énormément renseignée. J'ai été voir les agences immobilières sur place, j'ai discuté. Je leur ai demandé, je vais avoir un bien bientôt sur le marché, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'eux, ils connaissent super bien le coin. Et globalement, tout le monde m'a donné le même son de cloche. La colocation pour les étudiants, ça marche super bien ici. Ou alors, le bassin d'emploi fait que tu peux aussi louer à des ouvriers en colocation aussi. Donc, je savais que j'allais mettre au moins 3 personnes, voire 4 dans l'appartement. Et alors, est-ce que tu as eu une préférence? Tu t'es dit, je vais plus mettre des étudiants, je vais plus mettre des ouvriers. Est-ce que je vais mettre les deux? Comment tu as fait ce choix-là? Pas évident de faire ce choix. J'ai beaucoup hésité parce que au début, je me suis dit plus simple de mettre des ouvriers parce que c'est l'entreprise qui va payer. Tu as quelqu'un derrière. En général, ça va être des missions d'1 an. C'est des personnes qui se connaissent déjà. Plus simple. Et puis, quand j'ai mis l'annonce sur le Bon Coin pour la mise en location, j'ai eu beaucoup d'étudiants. Puis, je sais pas, j'ai sympathisé tout de suite. Je me suis dit, je suis aussi passée par là. Donc, voilà, je suis partie d'abord sur la location pour des étudiants, ce qui est le cas. Là, ça va presque faire 1 an. Malgré tout, avec le recul maintenant, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps investi. Et je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et revenir à mon idée première en septembre, là. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que les clichés qu'on peut avoir, ou du moins ce à quoi on pense tout de suite, étudiant rime avec, parce qu'on l'a été, on a été des étudiants, on sait très bien comment c'est, avec fête, avec soirée, ça peut déranger peut-être le voisinage. Alors, quand tu dis que ça t'a pris beaucoup de temps, raconte-nous un petit peu pourquoi c'est beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de turnover, parce que quoi? Oui, il y a beaucoup de turnover. Alors, déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là pour des stages de 6 mois. Ou des semestres de 6 mois, et donc 6 mois, ça passe vite. Donc au bout de 4 mois, il faut déjà repenser à remettre l'annonce, à sélectionner des dossiers. Parce que moi, je mets du temps à sélectionner les personnes avec que je veux mettre dans l'appartement, parce que c'est hyper important pour moi que les personnes dans la colocation s'entendent bien. Donc je ne prends pas n'importe qui sous prétexte que je vais avoir un loyer rapidement. Au bout de 4 mois, tu es obligé déjà d'anticiper la suite pour retrouver quelqu'un, parce que ça me prend du temps de sélectionner les dossiers. Et donc, c'est hyper chronophage. Et sachant que moi, j'habite pas sur place et que j'ai pas envie de solliciter mes parents en permanence, j'ai fait le choix là de changer pour déléguer au maximum à l'entreprise. C'est l'entreprise qui gère ses salariés. Moi, je suis en direct avec l'entreprise et j'ai pas tous les petits tracas du quotidien. C'est plus simple.
Et alors, comment ça s'est fait, justement, j'allais dire cette opération, mais c'est pas une opération, finalement, c'est cette mise en relation avec cette entreprise. C'est eux qui sont venus vers toi et ils ont vu que tu avais pas mal de colocations, c'est toi qui es venu vers eux? C'est moi qui suis allée. On enfonce des portes. J'ai envoyé des mails aux grosses entreprises qui travaillent dans le secteur, parce que je les connais. Donc parfois, je tombais pas du tout sur les bonnes adresses mail, mais parfois, il y en a qui me disaient je transfère à un tel qui s'occupe de ça. Et en fait, voilà, c'est au culot. Au culot, j'ai pas mis d'annonce là sur Le Bon Coin, j'ai vraiment envoyé des mails ou sur LinkedIn directement aux personnes, quoi. D'accord, donc ouais, t'es vraiment allé au culot, tu t'es dit, bon, Ouais, t'avais rien à perdre pour le coup. exactement. T'envoies un mail, ça prend pas, tu verras un petit peu ce qu'il en est. Exactement. Ok, donc ça c'est hyper important ce que tu dis, parce que souvent on se dit, je vais faire de la colocation, ça va me rapporter pas mal, parce que je vais mettre 4-5 chambres, mais voilà, c'est du travail, c'est pas rien, faut bien choisir, parce que c'est vrai que mine de rien, si t'as une mauvaise entente aussi, tu parlais d'entente, Ouais. là pour le coup c'est jamais arrivé, t'as toujours eu une bonne cohésion avec tes locataires, plus entre eux qu'avec toi. Ouais, franchement, pour l'instant, je touche du bois. Depuis 1 an, tout s'est bien passé. J'ai eu un départ assez rapide au bout de 2 mois parce que la personne voulait se réorienter. Donc ça m'a un peu mis dans le jus. Mais j'ai attendu 2 mois supplémentaires pour trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est un manque à gagner sur l'année. Mais c'était important que je trouve quelqu'un qui matche avec les autres profils. Oui, c'est important. C'est aussi au niveau du feeling, parce que c'est vrai que tu as 2 contraintes. Première contrainte financière, forcément. Il faut s'assurer que cette personne te paye. Comment tu t'organises pour savoir ça? Tu demandes les fiches de paye, tu regardes un petit peu ce qu'il en est, tu as plusieurs dossiers, tu les sélectionnes. Alors, comment tu t'y prends? C'est intéressant de savoir ça. Ouais, il y a 2 points, je dirais. Un petit peu plus humain, dans le sens où je regarde aussi comment le feeling au téléphone et aussi comment la personne écrit dans ses mails. S'il manque toujours un document que je suis obligée de courir après, forcément, ça part un peu mal. Le deuxième critère, c'est je prends une garantie. Je ne sais pas si tu connais la garantie Visal, moi je ne connaissais pas il y a 1 an. Du tout, dis-moi. C'est une garantie qu'a mis en place l'État. Ah oui, ok, c'est bon, ça me parle. Mais voilà. Si tu peux expliquer. Ouais, donc c'est l'État qui propose une garantie pour la plupart des personnes qui sont en dessous de 30 ans. Et donc ça permet aux personnes qui sont soit étudiants, soit jeunes actifs, d'avoir un garant, ce qui n'est pas toujours le cas. Soit ils n'ont pas de parents, soit ils ont des parents mais qui sont pas vraiment solvables. Donc c'est pas simple pour ces personnes-là. Et je trouve que cette initiative de l'État, elle est top. Et en tant que bailleur, c'est hyper rassurant aussi parce que pour le coup, si t'arrive une coquille ou que la personne ne paye pas, et derrière, t'es indemnisé par Visal. Et pour la petite anecdote, moi j'ai une copine qui a pris cette garantie-là. La personne n'a jamais payé, pas le moindre premier loyer, rien du tout. Et Visal s'est occupé aussi de la procédure d'expulsion. Donc je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur aux bailleurs. Donc voilà, un tip, c'est n'hésitez pas à prendre Visal pour vos biens. D'accord, ok. Donc ça, c'est une très très bonne info parce que souvent on se dit oui, c'est garanti par l'État, d'accord, mais ça va sûrement mettre du temps. Est-ce que derrière il y a toute une paperasse? Et en fait, non, tu nous dis que non, il y a vraiment un vrai suivi. Et donc cette personne ne payait pas du tout. Non, n'a jamais payé le loyer. Dès le premier mois. Ouais. Et situation compliquée, mère célibataire avec un enfant, donc c'est toujours un peu délicat. Il y a eu un délai d'intervention d'à peu près 1 ou 2 mois de Visal, ce qui est quand même hyper satisfaisant comparé à si elle avait été toute seule pour gérer toute la procédure, quoi. D'accord. Donc ça, j'avoue, c'est plutôt une bonne chose pour le coup. C'est un bon tips aussi à avoir. C'est ça. Et alors, donc, parce qu'on parle justement de ces garanties-là, est-ce que toi, tu as pris en plus une assurance loyer impayé? Ça, c'est vraiment aussi le sujet qui revient. Oui, mais si je la prends, ça va me réduire ma rentabilité. Je préfère ne pas la prendre. Qu'est-ce que tu conseilles? Toi qui, justement, est sur le sujet. Ouais, et c'est marrant que tu me parles de ça parce que ce matin même, je me suis fait la réflexion par le plus grand des hasards. Mais en excellent. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pris une garantie loyer impayé? Et j'étais incapable de te dire. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais je crois que non. Et je me suis posé la question de est-ce que c'était volontaire il y a 1 an d'avoir fait ça? Bon, là, je me sens assez en confiance avec la bonne expérience que j'ai eue depuis 1 an. Mais il ne faut pas non plus oublier que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, je vais y réfléchir. Malgré tout, avec le recul, je le recommande quand même. J'ai un profil quand même assez sécure. Je préfère avoir un poil moins de rentabilité, mais d'avoir une charge mentale
moins importante, quoi. C'est ça, sachant que, comme tu nous l'expliquais, toi, tu es sur Paris. Ouais. Tes biens sont à l'extérieur de l'Île-de-France, donc à une certaine distance. Ça peut mettre un stress en fonction des gens et en fonction de s'ils souhaitent investir en dehors ou pas. C'est ça. C'est vrai que c'est marrant parce que souvent, le premier step qui est passé, c'est commencer à investir soit en Île-de-France, soit à côté de chez nous, parce qu'on se dit, on peut avoir peur et au moins on est à côté du bien. Toi, tu as directement commencé plutôt loin. Après, c'est une zone que tu connais finalement. Voilà. Donc il y a ce facteur qui joue aussi en ta faveur en se disant, bon, c'est peut-être loin, mais j'ai des personnes à côté, en confiance, je connais un petit peu le coin. Ouais. Et ça fait tout de suite la différence. Oui, parce que l'autre ville dont je te parlais, avec laquelle j'hésitais au début, et ben, une fois, je me suis dit, bah, tu vas aller faire une journée de visite entière, tu prends les rendez-vous et tu y vas. Et en fait, bah, ça m'a pris quand même une journée entière, ça m'a pris 5 heures de train dans la journée, et ça m'a coûté plus de 100 euros. Donc, en fait, il faut aussi faire le calcul. Peut-être que si tu achètes plus proche de chez toi, bah, ça va te coûter peut-être un peu plus cher parce que le prix au mètre carré de cette zone elle est un peu plus cher. Mais en fait, entre les allers-retours, tout déléguer à la personne sur place et la charge mentale de te dire bah, en fait, je sais pas ce qui se passe, je suis pas sur place, il y a quand même une balance, quoi. Enfin, D'accord. Oui, il faut regarder un petit peu si à chaque fois que tu dois te déplacer, ça te coûte 200 euros. ouais, Pour un problème avec des locataires ou un problème plus particulier et spécifique au bien. C'est sûr qu'il faut que tu l'enlèves à chaque fois de ta rentabilité. bah, c'est ça. Parce que suivre les travaux, il faut faire des allers-retours quand même assez souvent. Et en fait, si c'est pour acheter dans une zone où le prix au mètre carré il est 500 euros au mètre carré moins cher, versus tous les frais que tu vas avoir à côté, voilà, faut peser le pour et le contre, je pense. Et donc, au final, tu avais une colocation plus un T2. C'était quoi? C'était sous format duplex? Comment c'était organisé ton... Alors, ton bien la colocation est au premier étage. Au deuxième étage, il y a une autre copropriétaire. Et après, il y a des combles. Et donc, il y a une autre copropriétaire qui a construit son appartement dans les combles. Et moi, qui avait l'autre côté, qui est en train de finir les travaux. Ok, Ça donc c'est y tout est. récent là. Ouais, je suis en train de finir les travaux. Les Velux ont été posés aujourd'hui. Donc, tu vois, je suis vraiment à fond dedans. Et je compte mettre en location d'ici juillet. Donc, mi-juillet. Donc si jamais vous recherchez, Voilà. on passe Ça à va tous me les... trouver. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, et donc là, donc c'est un T2. Ouais. Et là, tu recherches plutôt quoi? Peu importe, tu n'as pas de... Pas de préférence particulière. Le T2, en fait, c'est vraiment le format qui se loue le mieux, qui se vend et qui s'achète le mieux d'ailleurs. Donc, je pense que j'aurais vraiment pas de mal à trouver. Et pareil, ça va être une question de feeling et de sérieux de la personne, quoi. D'accord. Ça tombe bien, on va rebondir sur un point. C'est la fameuse question aussi. Qu'est-ce qu'il faut acheter en premier? Qu'est-ce qui se loue aussi le plus facilement? Souvent, je m'étais amusé à regarder sur Internet, sur Google, les petites questions qu'on peut se poser, qui reviennent souvent. Et une des questions qui revient après le lieu, après le step, enfin tous les steps qu'on a passés, j'achète quoi en premier? Et toi, donc, tu es parti sur une colocation parce qu'il y avait cette opportunité. Si tu devais refaire le truc aujourd'hui, sans cette opportunité, tu partirais sur quoi? Sur la même chose. Ok. Parce que j'avais analysé le marché avant et je savais ce qui fonctionnait le mieux. Et donc, j'avais fait des fausses annonces sur Le Bon Coin, j'avais testé la demande, j'avais regardé combien ça se loue, combien ça s'achète. J'avais tout analysé avant. Donc, en fait, je savais que le jour où j'allais visiter, j'étais prête et j'avais plus de questions à me poser. C'est un peu comme ça que je procède. J'enlève un peu toutes les questions que j'ai et une fois que je sais, je fonce. Donc, si tu veux, la partie colocation était prévue depuis le début et c'est ce que je visais. Donc, pour moi, quand tu as trouvé ta zone, en fait, c'est aussi la zone qui va déterminer ton projet. Et je pense pas que ce soit l'inverse parce que si tu veux absolument faire une colocation dans une ville, bah, par exemple, où il n'y a pas du tout d'étudiants, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que ça marche pas, mais je dis que tu mets pas toutes les chances de ton côté, quoi. Oui, c'est sûr, parce qu'en termes de proportion, c'est sûr que si tu as une université à côté, vu le nombre de personnes, tu as forcément des étudiants qui vont rechercher un bien à côté. C'est plus par rapport à ça que tu dis ça, Ouais, j'imagine? C'est ça. Il faut voir comment la ville fonctionne et ce dont elle a besoin, et après, tu cibles ton projet, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Et pour les jeunes actifs, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, Ouais. Est-ce que tu ciblais aussi des jeunes actifs? Est-ce que tu as vu que ça prenait peut-être un peu moins? Ou c'est pas du tout une question que tu t'es posée? La ville dans laquelle je suis est une ville assez jeune, donc c'est-à-dire qu'au-delà des étudiants, il y a quand même beaucoup de jeunes actifs qui, quand les personnes arrivent dans une nouvelle ville, aiment bien se mettre en colocation. Donc je savais que pour avoir fait des fausses annonces, j'avais eu aussi des demandes de jeunes actifs. Donc
voilà, je les avais aussi inclus dans le package. D'accord. Donc j'avais vraiment 3 cibles, j'avais les étudiants, les jeunes actifs et les ouvriers du fameux bassin d'emploi sur place. D'accord, ouais, donc tu avais vraiment pris en compte Ouais, les 3 typologies finalement de locataires que tu pouvais avoir. exactement. Non, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, et il y a pas mal d'articles là-dessus, sur les jeunes actifs qui se mettent de plus en plus en colocation. C'est vrai. Peu importe les villes, un peu plus finalement en Île-de-France parce que les loyers sont hors de prix. Ça monte assez vite, surtout si on veut quelque chose d'un peu sympa. Tout seul ou à 2, ça peut monter très très vite. Hein. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes actifs aussi qui se mettent en colocation. Ça dépend des gens. J'ai pu échanger avec plusieurs personnes. Certaines préfèrent des jeunes actifs, voilà, parce que le profil est peut-être un peu plus sérieux, Ouais. un peu moins festif. Voilà, on a son métier, on est content de l'avoir, on est dans la zone. Il y a un petit coin sympa avec sûrement des bars si on est en centre-ville en plus. Donc c'est vrai que ça dépend des gens, mais tu l'avais pris en compte, Exactement. toi, dans ton sujet. Voilà. D'accord. C'est l'anticipation et le maître mot. C'est vrai. Non, mais on a compris que tu étais très, très procédurière. Que voilà, chaque step au final était très, très cadré. C'est ça. Mais c'est top. Et tu as parlé de fausses annonces, alors ça, c'est intéressant. Tu as testé le marché par toi-même finalement. Ouais, tout à fait. Déjà, au-delà d'avoir discuté aussi avec des personnes vraiment du milieu, les agences immobilières ou quoi, sur place, et ben, je fais aussi des fausses annonces très régulièrement pour voilà, tester la demande. Qu'est-ce que les personnes ont besoin de quoi les personnes ont besoin. Est-ce que c'est un parking? Est-ce que c'est un garage pour stocker des choses? Est-ce qu'ils ont besoin d'ascenseur, pas d'ascenseur? Enfin, des petits détails où je me dis, tiens, ok, là, il y a un besoin. Et donc, ça me permet aussi d'affiner mon projet en fonction des besoins de la personne. On revient toujours au fait aux besoins, quoi. Oui. On part du besoin et on adapte ensuite son offre. Ouais, c'est ça, c'est comme peu importe ce qu'on fait, que ce soit une entreprise, peu importe ce qu'on Exactement. propose, il faut toujours sonder le marché pour savoir ce qui est en amont. C'est ça. Et alors, toi, de ce que tu as pu voir, avec ascenseur, sans ascenseur, qu'est-ce que tu as réussi un petit peu à sonder, sans forcément rentrer dans le détail, parce que voilà, tu as toute une étude derrière, on va pas non plus tout prendre, mais si tu peux nous donner quelques petites pistes. Ouais, je dirais que le point principal, alors il y en a peut-être 2, mais c'est très lié au transport et à la mobilité. Le premier, ça va être à proximité de la gare, TGV. Donc ça tombe bien parce que je suis à 500 mètres, donc formidable. Et la deuxième chose, c'est une ville où on se déplace beaucoup à vélo. Et donc, on me demande souvent, est-ce qu'il y a quelque chose pour ranger le vélo, pour pas le mettre dans la rue ou pour des risques de vol? Donc c'est vraiment les 2 questions qu'on m'a le plus souvent posées. D'accord. Et alors, tu as dû prévoir quelque chose pour mettre les vélos, ou c'était déjà installé dans le coin où tu étais? Pas installé. J'y travaille avec le syndic en ce moment pour dégager une petite place dans la cour intérieure pour mettre un petit local à vélo. Parce que c'est vraiment quelque chose que les locataires demandent et c'est plus sympa de pouvoir sécuriser son vélo, même pour les copropriétaires qui vivent sur place. Donc voilà, je vais le mettre en place. Malheureusement, ça n'a pas été fait pour les anciens locataires, mais pour les prochains, ça le sera. D'accord. Et alors, est-ce que c'est facile? Parce que c'est vrai qu'on a aussi un des clichés ou un des tabous qu'on peut avoir sur les copros, sur le syndic. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est une grosse copro que tu as? Est-ce que c'est une petite copro? C'est une petite copro. On est 4 copropriétaires dont 2 sociétés. Parce qu'au rez-de-chaussée, il y a une société, dans la cour, il y a une autre société. Et en fait, si tu veux, l'anomalie juridique que j'ai eue quand j'ai acheté, c'est qu'il n'y avait pas de syndic. Donc le notaire m'avait bien prévenu quand j'ai acheté. Il m'a dit, vous êtes sûr, il n'y a pas de syndic, c'est pas normal, il va falloir faire des démarches. Je dis, oui, et puis comme ça, je vais apprendre. Je peux te dire que j'ai appris. C'était vraiment, vraiment pas simple. Sachant qu'on n'était pas d'accord au sein de la copropriété. Il y avait une copropriétaire qui voulait absolument faire un syndic bénévole parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Et les autres, on était plus, en fait, on n'a pas envie de s'en occuper parce qu'on sait que c'est vraiment une galère et on préfère déléguer et payer. Et donc, ça a mis un temps fou à ce qu'on puisse s'accorder. Et ça a traîné pendant des mois et des mois. Et en fait, moi, j'attendais que le syndic prenne place pour pouvoir avoir mes autorisations pour faire mes travaux dans les combles. Parce qu'il me fait une autorisation de la copro. Donc, je ne te dis pas le bazar que ça a été. Vraiment, ça a été très, très douloureux. Donc, pour ceux qui achètent sans syndic, anticiper la chose parce que j'aurais dû anticiper dès le moment où j'ai eu l'offre contresignée et honnêtement, j'aurais perdu 6 mois de moins, quoi. Enfin, j'aurais gagné 6 mois de plus, quoi.
D'accord, d'où l'importance déjà de voir et de pas avoir une énorme copro non plus. Parce Ouais. que là, de ce que je comprends, il y avait une personne qui ne voulait pas, donc qui voulait faire un syndic bénévole. Est-ce que tu peux juste expliquer le concept pour que les gens comprennent quelle est la différence entre syndic bénévole et syndic privé Oui. finalement? Eh ben, syndic bénévole, c'est un syndic dans lequel chacun des copropriétaires va être acteur et va participer. Versus un syndic, comme tu dis, privé, qui va souvent être une agence immobilière ou un syndic, une entreprise de syndic. Et donc, on va pouvoir déléguer toute la paperasse, tout l'administratif, toutes les démarches juridiques à cette personne-là. Et c'est vrai que c'est un vrai métier, en fait, quand on voit toutes les procédures à mettre en place, les règles, et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec la loi. Et en fait, même la personne qui était réticente au début à mettre un syndic pro, elle m'a dit, en fait, là, je me rends compte que c'est vraiment du travail, quoi. Donc, moi, je serais plus d'avis, même si on peut économiser 40-50 euros par mois, de déléguer à des professionnels. Ça, c'est hyper important ce que tu dis, hein, parce qu'on a tendance à vouloir tellement penser rentabilité, pas trop mettre d'argent dans tout ce qui est considéré comme superflu alors que ça l'est pas du tout. C'est ça. Tout ce qui est gestion de copro, tout ce qui est syndic, Mm. c'est un vrai métier comme tu viens de le dire. C'est pas des choses sur lesquelles on peut rogner en termes budgétaires. Autant les mettre, autant être tranquille, parce que c'est ça aussi l'immobilier. C'est qu'il y a tellement d'autres tracas à côté C'est ça. qu'on ne peut pas se permettre de se rajouter une paperasse, puisque c'est du juridique aussi, il y a beaucoup de sujets. Mm. Donc merci d'avoir fait le parallèle et de l'avoir exposé, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas trop finalement. Ouais. Ces problématiques de copro et de syndic. C'est vrai. Et est-ce que c'était un choix pour toi d'avoir une petite copro, ou si tu avais eu le même bien avec une plus grosse copro, tu l'aurais pris quand même? Petite copro. J'avoue que ça me va très bien parce qu'il y a peu d'acteurs. Et même si on n'est pas d'accord, en fait, on n'a pas non plus 10 personnes avec lesquelles on va argumenter, discuter. Donc, je recommanderais petite copropriété. Pour être plutôt tranquille. Ouais, voilà. Et en plus, généralement, les coûts sont moindres. Mais je vais encore faire la procédurière. Vas-y. Non, mais t'as bien raison. Comme ça, au moins... Si on l'avait pas compris. Voilà, c'est ça. Non, j'allais juste dire que ces coûts-là, au moment où j'ai prévu tout mon budget, si tu veux, je les avais aussi anticipés. Dans l'annonce, tu vois, avant d'aller visiter le bien, j'avais vu que... alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas de syndic, mais dans d'autres que j'ai pu visiter, ce que je regarde très souvent, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai un tableau Excel où je rentre tous les coûts et je vois en fait la rentabilité que je peux avoir, et ça me permet de calculer avant d'aller visiter le prix d'achat maximum auquel j'achèterais ce bien. D'accord. Et comme ça, je sais que je serai ferme dans ma négo et je ne me laisserai pas emporter par les sentiments, de me faire prendre par la pression en disant il y a d'autres personnes qui vont visiter aussi. J'ai fait tous mes calculs en amont, j'ai intégré tous les coûts et je sais, j'irai pas au-delà de ça parce que sinon ça rentre plus dans mon projet, ça rentre plus dans mon budget, etc. Donc c'est un point que je voulais souligner parce que c'est... Non, mais t'as raison. C'est important. C'est hyper important parce que finalement, en fonction du prix auquel quand tu fais ton offre, si tu fais une offre qui dépasse ton budget ou alors qui te met un petit peu en péril ou qui réduit ton budget de travaux et tous les frais qu'on a énoncés, c'est ça. Ta rentabilité, elle en prend un coup. Surtout que dans les travaux, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a toujours des imprévus. Complètement. Est-ce que tu en as eu, toi, d'ailleurs, est-ce que c'était des gros imprévus? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? J'avais prévu une marge de 20 000 en plus. Et finalement, je pense qu'il va me rester 10 000 en plus. Je pense que je vais mettre 10 000 en plus dans les travaux par rapport à ce qui était prévu. Et par rapport à quoi? Alors, par rapport à des choses que vous avez découvertes sur place, qu'il fallait rechanger, explique-nous un petit peu. Ouais, des choses qu'on n'avait pas vues à la première visite avec les artisans. Et malheureusement, parfois, ils me disent c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu la première fois. Je dis ouais, mais c'est un peu votre métier quand même aussi, quoi. Donc, ça va, c'est raisonnable. Et après, il y a d'autres cas de figure aussi où c'est l'artisan qui prend une initiative. C'est exactement ce qui s'est passé là dans le T2 que je suis en train de construire. L'artisan prend une initiative qui n'était pas forcément très OK versus la copro. Et donc, du coup, il doit redéfaire pour refaire. Bon. Je participe aussi un peu financièrement parce que c'est aussi ma faute de ne pas avoir vérifié. Mais voilà, c'est le genre de petits trucs un peu frustrants qu'on se dit, mince, en fait, on peut vraiment pas tout anticiper. Et pour comprendre, donc c'est à son initiative, 1, 2, 3, j'arrive plus à parler, tu vois, à son initiative, c'est-à-dire qu'il t'a pas appelé pour faire, il t'a appelé, vous êtes mis, bon, on pense que c'est possible. Comment ça s'est passé un petit peu pour que les gens ne puissent pas refaire la même erreur? En fait, quand on est à distance, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que lui va me dire quelque chose, moi je vais comprendre quelque chose, mais en fait, c'est
pas du tout ce que lui voulait me dire. Et n'étant pas du milieu, c'est vrai que je n'ai pas toujours tendance à comprendre très facilement la partie BTP. Et donc, il pensait passer les câbles d'électricité et d'eau plus facilement en passant par la partie privative d'une copropriétaire, sauf que cette copropriétaire, à juste titre, a refusé que ça passe par sa partie privative. Et donc, il a fallu tout défaire et tout refaire. D'accord. Donc, et en plus de ça, en plus d'engendrer des coûts et de la perte de temps, ça génère aussi de la frustration et de l'énervement par rapport aux autres copropriétaires parce que voilà, c'est des sujets un peu sensibles. Ouais, j'imagine. Donc, surtout quand c'est bien, on a différentes parcelles, c'est ça. très procédurier ça pour le coup. Voilà. Hein, ça, c'est le notaire, voilà, c'est telle parcelle. Si on touche à cette parcelle, ça touche à un copropriétaire. Et donc là, forcément, ça peut susciter quelque peu d'énervement. C'est ça. Mais bon, je pense que maintenant, tout est rentré dans l'ordre entre-temps. Ça rentre dans l'ordre. C'est tout frais, tout ça. Hein. C'est on est vraiment... on est en live, là. On est en live, là, pour le coup. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que c'est plein de sujets, encore une fois, dont on ne parle pas. Ouais. Et c'était vraiment hyper important d'aller les pieds dans le plat dedans et voir tous ces aspects. On a bien vu tous les steps déjà qu'il faut passer psychologiquement. Et puis après, toutes les procédures qu'il y a, tout ce qui est bien écrit, spécifique. Ouais. Et l'aspect syndic, l'aspect copro. Donc c'est hyper important. Exactement. Donc là, tu finalises. Donc c'est prévu pour juillet, c'est fini. C'est ça. D'accord. Donc j'aurai les 2 appartements en juillet. Le garage, j'ai pas fait de travaux, il est déjà loué. D'accord. Et donc là, je me concentre sur le prochain achat. Voilà, donc on y vient. Parce qu'il y a aussi cette tendance en immobilier, dès qu'on achète. C'est un peu comme le tatouage finalement. On en fait un. Ça. Il y a le deuxième qui suit. L'immobilier, c'est pareil. Donc là, tu viens de finir. Est-ce que tu es déjà en recherche du prochain ou tu finalises et t'attends de voir ? Bon, faut que je l'avoue. J'ai acheté en décembre 2022 et en mars 2023, j'avais déjà une offre contre-signée pour un autre projet dans la même ville. Mes parents m'ont dit, mais t'es sûre, t'as même pas encore, enfin t'es en plein travaux du premier. Je dis oui, c'est bon, je suis lancée, un peu comme les tatouages comme tu dis. Et c'est vrai que c'est une énorme charge parce que déjà c'était le premier et en plus je m'en rajoute un nouveau. C'était un peu ambitieux. Et c'est surtout que ça a été hyper frustrant parce que j'ai pas eu le financement de ce deuxième projet. Et j'ai pas eu le financement au bout de 14 semaines d'attente. Donc ça a été très très long. Les vendeurs l'ont extrêmement mal pris. Et donc il y a eu des soucis. Ils ont mis beaucoup de temps à me rendre le séquestre. J'ai dû de 15 000 € quand même. Alors tu peux expliquer cette partie-là aussi sur le séquestre parce que oui, tout le monde ne connaît pas. Exactement. Donc quand on fait une vente, souvent, pour rassurer les vendeurs, on laisse un pourcentage de la vente en garantie dans le séquestre du notaire. Donc moi, en l'occurrence, c'était 10%, donc 15 000 € du projet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs ont dit vous nous avez fait tourner en bourrique, c'est pas normal, vous n'avez pas été clair. Alors que pour le coup, quand j'ai pas eu le financement, mais j'en ai pleuré, quoi. C'était horrible, tellement j'attendais. Mon artisan était venu, j'avais les devis de prêt, tout était prêt, quoi. Donc ça a été un peu le coup dur quand j'ai pas eu le financement. Et d'ailleurs, erreur je me suis brûlé les ailes parce que j'ai fait confiance à ma banque et j'ai pas tellement démarché d'autres banques. Et là, erreur de débutante parce que la règle, c'est courir plusieurs lièvres en même temps. Et donc, la deuxième chose, c'est que comment je me suis sortie de ça ? J'ai fait appel à une association juridique qui est peu onéreuse à l'année et qui est extrêmement utile. Et donc, il y a des juristes qui aident à nous sortir de là. Et donc, j'ai fait appel à une juriste qui a envoyé des courriers aux vendeurs pour dire, la situation est comme ça, vous n'avez pas à garder l'argent. Ça a mis un peu de temps, mais j'ai récupéré mes sous au bout de 3-4 mois. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour que les personnes savent, c'est quoi ? C'est une association qui est nationale ? Est-ce que c'était ciblé par rapport à la ville où tu étais ? Et puis, ils sont pris si c'est pas... Oui, non, il n'y a pas de problème. Elle est localisée à Toulouse. Je l'ai connue par mon coach, la personne qui m'accompagne, encore une fois. Et le coût à l'année... Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 180 €. À l'année ? À l'année.
Donc, ce qui, finalement, pour récupérer 15 000 euros, Oui, pour clairement. le coup... Et pas que dans cette situation-là. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème un peu touchy ou quoi que ce soit, je leur envoie un message, j'ai quelqu'un qui me répond. Enfin, c'est très, très qualitatif comme association. Et dans Donc, quel... bien s'entourer. C'est quoi alors, quels sont les cas, finalement, dans lesquels tu peux les contacter? Donc, cadastre, quand tu veux récupérer ton argent. Voilà. Est-ce que tu... C'est séquestre. Séquestre, pardon. J'étais sur les références cadastrales. Séquestre, pardon. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme possibilité, finalement, avec ce service-là? Alors, j'ai eu pas mal de problématiques. Celle qui me vient le plus en tête, c'est la problématique de la TVA. Pareil, dans les combles que je voulais transformer en T2, mon artisan me dit c'est 10% de TVA. Moi, j'ai quand même regardé sur Internet, je pense que c'est 20%. C'est pas la même chose à payer au final. Et donc, pour être bien sûr et pas se retrouver à payer 10% de TVA avec des pénalités par les impôts plus tard, je préférais m'assurer de ça. Et ils m'ont détaillé, ils m'ont dit, voilà, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est hyper rassurant, quoi. Ouais, au moins, tu es sûr d'être accompagné. Ouais. Tu as une question, tu leur poses tout de suite. Exactement. Et au moins, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà. Ok, ça c'est plutôt rassurant. Et puis, c'est aussi un bon sujet, un bon tips aussi à savoir. Ouais. Parce que, De manière générale, je trouve que c'est hyper important d'être bien accompagné. Moi, j'avais mon accompagnateur, mon coach. Les personnes de l'apéro avec qui je maille, on se donne vraiment une vraie communauté forte. Et après, c'est aussi des bons artisans à qui on a confiance. Un bon notaire, pareil, parce que le notaire que j'ai eu pour le deuxième projet qui a avorté, il n'était pas hyper compréhensif et il m'a laissé un peu dans l'embarras, quoi. Et aussi de bonnes relations avec son banquier, bien sûr. forcément. C'est important. Et d'être entouré aussi de choses comme ça, comme les associations qui peuvent vraiment nous sortir de situations délicates, quoi. Et on va revenir sur un point, donc, parce qu'on a fini sur la banque. Le maître mot, parce que sans banque, il n'y a pas de financement. Tu disais tout à l'heure que tu as fait confiance à une seule banque. Ouais. Ils ont mis du temps, donc 14 semaines, tu disais? Oui. Ce qui est énorme, avant de savoir si tu peux ou pas financer. Qu'est-ce que tu conseillerais, après cette expérience, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Clairement, de faire comme j'ai fait pour le premier projet, à savoir contacter beaucoup de banques différentes et de pas pas avoir confiance aveuglément en une banque, même si elle vous dit dès la première fois ça va aller, c'est un projet qualitatif, etc. Parce que eux n'ont pas toujours la main, ils n'ont pas le pouvoir de décision systématique et que malheureusement parfois ça passe dans des instances qui sont un peu plus frileuses. Donc voilà, le conseil que j'ai, c'est vraiment courez plusieurs lèvres en même temps parce que c'est jamais gagné, quoi. Même quand on a un bon profil et même quand le projet est rentable. C'est vrai qu'on l'entend. Alors, moi, je l'entends parce que voilà, je travaillais en banque avant, donc forcément, c'est des sujets qu'on est beaucoup venu me raconter. Voilà, j'avais un financement, j'étais dans l'attente, on fait tourner un petit peu en bourrique. Finalement, on me dit non, je me retrouve un peu comme toi à chercher une autre banque au dernier moment. Je l'entends souvent parce que forcément, c'était la thématique dans laquelle j'étais. Et c'est vraiment un gros tip que tu donnes. Toujours regarder différentes banques. Et si vous ne voulez pas le faire, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle des courtiers. Après, voilà, c'est des frais supplémentaires. Vous pouvez le faire seul. Ce n'est pas non plus un gros travail en lui-même. Hein. C'est aller prendre des rendez-vous dans différentes banques finalement et dire voilà, je veux acheter un bien, tel montant, je gagne tant. Qu'est-ce que vous me proposez? Ouais. Et puis après, il faut juste comparer les offres qu'on a, quoi, finalement. C'est ça. Les travaux que tu as pu faire sur le premier bien. Oui, mais je pense que pour le prochain projet, je ferai appel à un courtier pour le coup. Alors, raconte-nous, parce que c'est bien de savoir, en termes de timing, est-ce que c'est parce que, niveau timing, ça va te faire gagner du temps, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose? Parce que là, tu es sur le deuxième. Oui. Voilà. Deuxième projet, et malgré tout, un taux d'endettement, parce que moi j'achète en nom propre jusque-là, un taux d'endettement qui est bien entamé, on va dire, avec les nouvelles normes HCSF, je pense que je t'apprends rien. Non. Le taux des 35% est facilement atteint, et donc je peux facilement me retrouver au-dessus, et j'ai pas envie d'avoir une énorme deuxième déception, et un temps perdu... dans la paperasse, dans trouver des justificatifs. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Et comme tu dis, ça, si je peux déléguer cette partie-là, alors oui, c'est des coûts supplémentaires, mais je pense que c'est de l'argent bien investi parce que derrière, déjà, tu as le temps de t'occuper des autres projets. Et en plus de ça, c'est moins de charge mentale, quoi. C'est sûr que c'est moins de charge mentale parce que tu te dis, tu as quelqu'un qui s'en occupe, qui fait ce travail-là. Toi, tu peux
passer sur autre chose. Pour le premier bien, c'est vrai que finalement, un premier bien, tu peux te permettre de faire ce travail-là. Le cas spécifique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, le taux d'endettement, parce qu'on parlait de déjà accepter son prêt. C'est ça. Le taux d'endettement, c'est le gros sujet. Alors, pour revenir sur le taux HCSF, tout est normé. Tout est normé. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 35%, mais ça, c'est encore une fois fait plus pour protéger les citoyens qu'autre chose. Parce que si vous aviez un crédit qui était au-delà de 35%, voire 50%, et que la moitié de ce que vous gagnez, finalement, va dans votre loyer, ça devient compliqué pour vivre. Donc, c'est vraiment... Le but de ces normes-là, c'est vraiment de vous protéger. Parce que souvent, c'est un peu les banques ne financent pas, pourquoi elles ne veulent pas, elles prêtent aussi qu'aux riches, c'est souvent ce qu'on entend aussi beaucoup. Mais voilà, il faut comprendre cet aspect-là. C'est plus pour se protéger, déjà soi, parce qu'avoir un taux d'endettement trop haut, ça met en péril. Donc là, effectivement, tu as des cas où le courtier, après c'est un avis, bien évidemment, mais je pense que tu le rejoins, passer un step dans l'immobilier, avoir un courtier n'est pas de refus, ça te permet toi aussi de gagner du temps sur autre chose. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis c'est quand même quelqu'un qui va te conseiller, qui va aller chercher les meilleures offres pour toi. Encore une fois, je prends pas le premier Gugus que je trouve sur Google. Hein. C'est vraiment des recommandations. Très procédurière. Voilà. T'as mis combien de temps? 2 mois pour le trouver? Non, pas du tout. À contrario, j'en ai trouvé 2-3 là de confiance, mais vraiment très chaudement recommandés. Et franchement, j'y vais les yeux fermés et c'est tellement agréable. Donc, tu marches beaucoup par recommandation ouais. ou par confiance. Complètement. Ça, c'est pareil. Ça, c'est des grosses sommes, pour se le redire. Quand on emprunte pour de l'immobilier, on parle souvent de 6 chiffres. On peut parler aussi de 5 chiffres. Tout dépend de la région dans laquelle on se trouve. Mais au minimum, on va être sur 6 chiffres. Ça reste de l'argent, même si ce n'est pas le nôtre à proprement parler, puisque finalement, il va être remboursé au fur et à mesure. Voilà, l'importance de vraiment regarder, d'analyser le marché, de voir ses coûts, comme tu le disais avec ton tableau Excel, d'avoir tout cet aspect-là, c'est extrêmement important. Et merci de le rappeler parce que c'est un des sujets aussi qu'on entend très peu. On parle beaucoup de j'ai levé tant, mais personne ne dit en réalité ce que c'est et les conséquences que ça peut avoir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc, deuxième bien en cours, du moins. Deuxième projet, ouais, le plus tôt le mieux, là. Je me suis remis en chasse. Ça y est, donc dès que tu trouves quelque chose. En termes de région, tu nous as pas dit, tu restes dans la même? Dans la même. Ce sera la même ou éventuellement région parisienne. Mais vraiment, soit j'ai quelqu'un de confiance, soit c'est moi qui suis à proximité. Bon, très bien. Et après, à terme, est-ce que tu penses continuer sur cette lancée, voir un petit peu? Est-ce que tu sais un petit peu ce qu'il en est? Ouais, tout à fait. La suite, donc le deuxième projet, ce sera en nom propre également, histoire de finir de m'endetter complètement à 35%. Et ensuite, l'objectif, c'est de m'associer, de créer une structure, donc soit une SARL de famille si c'est avec quelqu'un de ma famille, soit une SCI éventuellement si c'est avec des associés ou des amis, SCI à l'IS, et du coup de pouvoir lever plus de financement et de faire des plus gros projets et de monter les marches petit à petit, quoi. C'est vrai que la différence, pour expliquer, c'est qu'en nom propre, on est limité par un taux, donc les 35%. Dès qu'on passe sur le step des SCI, alors juste pour rappel, les SCI, c'est 2 personnes au minimum, pour bien remettre les choses dans le contexte. La SARL aussi, c'est une autre structure. Bien regarder quand vous voulez partir sur des SCI, parce que ça aussi, c'est à la mode. Toi, on sait que on a compris que c'était très cadré, mais c'est très à la mode. On a beaucoup, moi je me rappelle à l'époque, en banque, on avait beaucoup de gens, je vais faire une SCI, alors d'accord. Oui, mais je suis tout seul. Ah bah déjà, c'est problématique. Donc c'est 2, c'est pour ça que je le dis. Et après, ça permet aussi de lever plus de fonds, forcément vu que tu es sur une structure de société. C'est ça. Ok, hyper intéressant. Bon, on a compris que là, l'immobilier, c'était une histoire d'amour. C'est ça. C'est pas pour rien d'ailleurs que je t'ai invité sur cette première, parce que on sent la passion. Ouais. Si tu avais un mot, un petit conseil, un mot de fin pour dire soit de ton expérience, soit un petit conseil, qu'est-ce que tu dirais? Imagine que c'est moi qui veux me lancer. Je sais pas du tout, j'ai pas d'expérience, pas de sujet. Qu'est-ce que tu diras à cette personne? Ouais, je vais peut-être conclure sur quelque chose qui est lié à mon parcours et ma personnalité. Comme je te le disais au début, je me mettais énormément de freins, énormément de barrières. J'ai mis plus d'1 an et demi à passer le pas.
parce que manque de confiance, peur des erreurs. Et en fait, c'est bête, mais c'est comme dans tous les sujets, c'est comme ça que tu apprends. Et pour moi, c'est bien de se former, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Et il faut aller sur le terrain, il faut pratiquer, il faut faire des erreurs et il faut apprendre. En revanche, je trouve ça bien d'avoir un socle important de connaissances pour pas non plus partir dans tous les sens. Mais derrière, il faut se lancer et vaut mieux faire un projet peut-être un peu moins intéressant ou un peu moins rentable à court terme, mais apprendre de ses erreurs et grandir plus vite et cranter plus vite que d'attendre 6 mois ou 1 an le projet parfait. Et en fait, derrière, tu auras perdu quand même 6 mois ou 1 an de capitalisation auprès de la banque. Peut-être que les taux seront plus importants quand tu vas acheter, etc. etc. Donc, pas attendre non plus trop longtemps. Et je pense que ça a été mon erreur au début. Donc, voilà. Mon conseil, c'est apprenez, mais foncez quand même. En tout cas, c'est top comme mot de fin parce que c'est justement, en tout cas chez nos proprios, ce qu'on met en avant. Premier point, la confiance. Donc, vraiment mettre en lumière, voilà. On est dans une dynamique où on est plutôt positif. On regarde un petit peu ce qu'il en est, on analyse au départ, on part pas dans tous les sens. Ensuite, l'accompagnement, c'est hyper important. Avoir des connaissances, parce que finalement, on peut donner de l'argent à tout le monde. Si tu n'as pas les connaissances, tu n'avances pas. C'est ça. Et la personnalisation. Tu vois, nous, on a des formations qui sont personnalisées en fonction de ton profil et de ce que tu souhaites. Et après, voilà, t'es déjà... On enlève tout un tas d'informations qui sont autour de toi et on cible vraiment sur ce que tu veux. C'est top. Donc, c'est parfait, en tout cas, comme mot de fin. Je te remercie d'être venu. Avec plaisir. Et puis, au plaisir, qui sait, pour revenir sur une partie 2. Exactement. Qui sait. Merci à toi, en tout cas, Camille. Merci, Alex. Et puis, merci à vous d'avoir suivi le podcast. Salut. Salut.